Bonsoir. Bonsoir pour cette nouvelle séance des mercredis de l'espoir. Donc, un mercredi marqué par une annonce de déconfinement par rapport au Covid-19, évidemment à partir du 11 mai. L'économie, en fait, c'est surtout sur des motifs économiques, hein, puisque l'école a été également replanifiée en même temps. On peut imaginer que c'est pas premièrement par rapport à des objectifs de santé publique, puisque l'école, qu'elle reprenne le 11 mai, c'est un peu anecdotique, puisque à partir de là, l'année scolaire est quasiment terminée. Donc c'est plus pour des questions de garde d'enfants et de permettre aux gens, en définitive, de pouvoir reprendre le travail et donc refaire redémarrer l'économie, plus que pour des questions de santé publique. Bon. Donc à partir de là, il y a une certaine sur cette gestion par le gouvernement de cette crise du Covid-19, il y a une colère légitime des Français, hein, qui s'exprime parce que les manques ne sont toujours pas comblés, hein, ne sont toujours pas résolus. Le manque de moyens en particulier, tant sur les respirateurs, les masques, les tests, les différentes familles de tests, et même l'usage des tests, puisque les tests sont pas forcément à appliquer sur les malades ou sur les gens présentant des symptômes, mais plutôt sur les gens en population générale, plutôt que sur ceux qui ont des symptômes. Ceux qui ont des symptômes, il est préférable en définitive de les considérer comme ayant le Covid-19. De toute façon, on n'a pas de traitement particulier, donc avec un niveau de surveillance qui va bien, plutôt que de les tester, puisqu'il y a des médecins qui expliquent qu'en fait, on va relâcher beaucoup plus de faux positifs, de faux négatifs, pardon, dans ce cas-là, puisque les tests ne sont pas très fiables, ils sont fiables qu'à 60%. Donc voilà, quoi, on est dans une cacophonie qui irrite énormément les Français, et donc certainement de nombreuses manifestations de cela, hein, qu'on rencontre un peu partout, et notamment je sais pas, c'est une vidéo qui a été partagée au plus d'un million de fois, donc je ne suis pas retourné les voir, mais quelqu'un de très en colère qui s'appelle, sa page c'est Olive la page sur Facebook. Bon, effectivement, il y a une colère énorme qui s'exprime là. Bon, on y reviendra, mais je pense qu'il faut savoir garder son calme et pas tomber dans les pièges de Macron, et savoir vers quoi on veut aller et faire attention où on veut aller. euh, Parce que bon, hein, c'est donc, et j'en profite, je fais la transition sur le préambule sur la barbarie, ce que j'appelle la barbarie. On en a des illustrations, notamment via les violences policières, les violences judiciaires aussi, avec des peines de prison en comparution immédiate qui sont absolument incroyables. Donc, euh, donc attention à ne pas tomber dans ce piège de l'industrie, notamment, enfin, on pense évidemment à l'instrumentalisation que fait le pouvoir des Black Blocs, et qu'en définitive, les Black Blocs, plutôt que de lutter contre ce gouvernement, en définitive, en deviennent des alliés objectifs, ce qui est assez idiot, quoi. Enfin, faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire qu'on tombe dans les pièges, il y a un piège qui est tendu là et on plonge en plein dedans, quoi. Parce que de toute façon, la violence, il est clair que les armes des puissants sont hallucinantes, et nous ne saurions résister à ça. Et de toute façon, c'est par le nombre, c'est par la masse des gens, par la masse du peuple, par sa volonté, le plus pacifiquement possible, que on peut faire des véritables changements de pouvoir. Même les révolutions le montrent, hein, si on regarde en détail et en leur, leur histoire. Donc attention, et attention donc aux réactions excessives, hein, qui peuvent mener à la violence. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ça à la fin du confinement. Nous avons dit, hein, ce que nous préconisons, c'est plutôt un pique-nique de fin de confinement, vers la fin juin plutôt, hein, au beau jour, peut-être au moment de la fête de la musique par exemple, euh, pour montrer une résistance, mais une résistance populaire de toute la nation face à ces dérives
de plus en plus importante et à ces morts et à cette paralysie de l'économie, à toutes les conséquences que l'on peut avoir de cette non-préparation qu'on a bien montré dans la vidéo précédente sur ce que révèle le Covid-19. Ce qui révèle donc c'est une part de la barbarie et surtout un facteur favorisant puisqu'on a une synchronisation à la fois des économies et une rapidité de propagation des choses, tant des crises économiques que du Covid-19. Donc en fait, tout ça, c'est lié à la mondialisation, à une synchronisation. Dans les années 70, par exemple, quand il y avait une crise économique en Asie, elle n'était pas en même temps en Europe, elle n'était pas encore en même temps aux États-Unis. Maintenant, tout est synchronisé, ce qui fait que les crises, du coup, parce que du coup, il pouvait y avoir un secteur qui allait un peu mieux, donc ça contrebalançait à l'échelle mondiale. Maintenant, tout est synchronisé et ça devient c'est un facteur, cette synchronisation et cette rapidité d'échange est en lui-même un facteur de déstabilisant, favorisant les déstabilisations et déstabilisation, les barbaries. Pour aller vers des barbaries, on en a plein. Bon, le plus connu et le plus évident, c'est le réchauffement climatique, avec une planète qui est... Le risque, c'est quoi? C'est une planète largement invivable, c'est-à-dire avec des zones très importantes qui risquent de ne plus pouvoir être habitées, et donc, du coup, des crises migratoires, des guerres, etc., qui risquent d'en résulter. Et des impacts, évidemment, y compris sur l'alimentation, même dans nos pays. Hein. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un où je lui expliquais que l'année dernière, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, eh bien, il y a eu une journée où on a eu des chaleurs telles que tous les légumes ont été quasiment ont souffert énormément. Il y aura eu une deuxième journée, même les maraîchers le disaient, il y aura une deuxième journée comme ça, on perdait quasiment toutes les récoltes. Donc, en termes de maraîchage, c'est important puisque c'est l'alimentaire humain hein, dont on parle. L'effondrement écologique, bon, je distingue toujours, même si ça reste dans le domaine de l'écologie, parce que le réchauffement climatique, c'est tellement important en soi que c'est un sujet en lui-même, mais ça ne se limite pas à ça, évidemment, le réchauffement climatique. Il y a aussi l'effondrement écologique, la disparition des espèces, tous les déchets, bon, les polluants, etc. Autre sujet, l'islamisation. Pour moi, c'est aussi un facteur de barbarie, puisque on nous introduit des solutions, une idéologie qui nous vient du Moyen Âge et de l'ancien Moyen Âge qu'on veut remettre au goût du jour pour aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Les communautarismes, bon, donc il y a celui sur l'islamisation, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire parce que qu'est-ce que ça révèle? Il y a d'autres communautarisation, c'est-à-dire qu'on crée des petites sociétés, des sous-sociétés, des petites communautés qui passent avant, en définitive, la nation. C'est-à-dire avant le peuple, parce que qu'est-ce que c'est la nation? C'est tout le peuple, c'est le peuple qui partage un avenir commun. C'est-à-dire qu'il y a des petites communautés qui se mettent à part et qui disent maintenant on va mettre notre petite tribu de côté, notre petit clan en avant, et on va le faire passer avant le reste de la nation. C'est d'une part déloyal, et non seulement c'est déloyal, mais ça prépare des guerres civiles et des affrontements intercommunautaires. Hein. Donc on a connu par le passé, et qui peuvent être... enfin, c'est terrible, les guerres civiles. Regardez ce qui s'est passé en Syrie et ce qui s'y passe encore un peu, malheureusement. Et c'est voilà, c'est des pays détruits pour des décennies. Les machines qui contrôlent les hommes. Ça, c'est une autre barbarie. Vous y rendez compte? On a créé des machines pour nous aider. Maintenant, ce sont des machines qui contrôlent les hommes. Donc, l'exemple le plus évident, ce sont les radars. Les radars qui contrôlent les hommes. Pourquoi est-ce que les gens détruisent les radars? Parce que c'est une barbarie. Comment peut-on accepter que des êtres humains soient contrôlés par des machines? C'est affreux. Réfléchissez, posez les valises, c'est affreux en soi. Mais on va plus loin. Il y a les drones tueurs, c'est-à-dire que les drones qui se promènent, etc., et qui vont tuer des gens sans qu'il y ait personne pour appuyer sur la gâchette. Vous vous rendez compte? Personne dans l'appareil, rien du tout. Ça, c'est une barbarie aussi, par ces machines. Puis il y a le big data.
Wikidata où on sait plus de choses sur vous que vous-même, vous ne savez. Bon, voilà. Donc tout ce contrôle par les machines, le prise du dessus des machines sur les hommes. Voilà ce que c'est. Ça, c'est aussi une barbarie. Une autre barbarie, c'est la dénatalité des personnes les plus éduquées. C'est-à-dire qu'on a une frange assez importante de la population, française, mais pas que française, où en définitive, ils font le choix de ne pas avoir d'enfants pour leur petit confort personnel. Mais enfin, nous sommes des animaux sociaux. Ne pas se reproduire en tant qu'animal, en tant qu'espèce, c'est une perte d'humanité. C'est une perte de ce qui nous fonde profondément. C'est une barbarie. Bon, je vais arrêter là parce que c'est juste une introduction, je dirais, sur ce sujet. Il y aura une séance des mercredis de l'histoire, au moins une, qui sera consacrée à toutes ces barbaries. On voit bien qu'il y en a dans différents domaines, hein, vraiment. Mais elles émergent comme ça, c'est ce que je dis. Ça pousse comme des champignons, vous tournez à droite, à gauche, ça, tiens une barbarie, tiens une autre barbarie, tiens une autre barbarie. Voilà. Voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc j'y reviendrai dans un prochain mercredi d'histoire. L'espoir. Alors, il y a une vidéo, ma boussole, bon, j'en ai parlé, c'est dans le numéro précédent des mercredis de l'espoir, ma boussole, je présentais un peu ça. Donc la vidéo officielle, je dirais, a été tournée et mise en ligne sur YouTube. Donc je vous invite à la regarder. Elle donne les grandes orientations sur comment est-ce que va fonctionner l'initiative Un président pour la 6ème République et l'engagement que je prends devant vous de mener ce combat, de mener cette lutte pour qu'elle réussisse et pour qu'on arrive à sortir de cette tendance à aller vers la barbarie et donner un nouvel espoir et que ça réussisse. C'est-à-dire que ça, c'est qu'une première phase, je dirais. Hein. La mise en place de la 6ème République, c'est le moyen, justement, de réunir les Français, de faire un nouveau creuset français, de tous les Français, d'où qu'ils viennent, et pour peu qu'ils veuillent être Français et partager cette culture et faire peuple, et donner une nouvelle direction, un nouvel espoir, une refondation républicaine. Voilà ce que c'est. Et ma boussole, c'est ce qui m'oriente, c'est tout faire pour arriver à ça. Et un président pour la 6ème République, c'est ça. Le président, c'est celui qui devra mettre en place cette 6ème République et rendre possible un avenir bonifié. Voilà ma boussole. Voilà. Donc, on va continuer, le reste de cette session sera continué à l'esprit critique, cultiver l'esprit critique, c'est très important. Hein, beaucoup de gens, faut pas s'emballer, se laisser emporter par ses émotions. L'esprit critique est quelque chose d'important, prendre du recul, se poser et poser les vrais diagnostics, le réalisme, et pour avoir des chances de réussir, c'est indispensable. Tout au long de cette émission, vous pourrez discuter via Messenger. Donc là, j'ai une fenêtre. S'il y a des gens qui veulent envoyer des messages sur Messenger, ils pourront. Donc, et nous pourrons ainsi discuter et voir ensemble et pouvoir répondre. Sinon, je répondrai par la suite dans le prochain numéro, par exemple. Donc, on va repasser à la vidéo donc, sur les mercredis de l'espoir et donc sur voilà, cultiver l'esprit critique. Et donc, bon, on va repasser rapidement les éléments qui ont été mis en évidence. Donc, lors des discussions et des observations que j'ai pu faire, hein, comme je disais, hein, ma petite expérience m'a amené à me dire que tant les citoyens français que moi-même, nous ne sommes pas aussi bien formés que nous le devrions et nous ne sommes pas aussi au point qu'on devrait l'être sur l'esprit critique. Sommes-nous bien formés, surtout sur la situation d'aujourd'hui?
Et donc, à ces questions, voilà, j'ai pas répondu positivement. Et donc, je pense qu'il faut se reposer. Donc, qu'est-ce que c'est que l'objectif? Quel objectif? C'est donner donc un socle pour raisonner juste. Et donc, qu'est-ce que c'est que la science et le réalisme? C'est justement se donner les moyens, les bases, les fondations pour pouvoir raisonner juste et ne pas se tromper. Donc, pourquoi? Donc, pouvoir argumenter sur les constats et, et sur les critiques sur les principaux sujets. Avoir un langage, une base partagée, appeler un chat et savoir de quoi on parle lorsque l'on discute ensemble dans notre problème, avoir le même langage, la même langue, le même langage, et le même sens derrière les mêmes mots. Et puis disposer également d'outils pour se projeter vers l'avenir. Et donc, ce sont des armes, en fait. Donc, dans les sociétés civilisées, c'est vers l'école d'abord qu'il faut se tourner pour toute renaissance. Et donc, c'est un peu la vocation de ça, même si ce n'est pas un cours de philo, hein, c'est juste un vernis sur l'esprit critique. Donc là, je vous avais parlé du livre d'Henri Guénaud d'où est tirée cette citation, Ils veulent tuer l'Occident. Donc voilà, je vous le recommande, c'est vraiment un livre facile à lire et qui donne plein d'enseignements et qui est beaucoup plus... Enfin, moi, j'ai découvert Henri Guénaud à cette occasion et c'est vraiment intéressant, un livre que je vous recommande chaudement. Donc, l'agenda, théorie, donc voilà, donc, et là, sur tout ce réarmement, toute cette formation, en fait, nous sommes qu'au premier chapitre qui est cultiver l'esprit critique. Bon, nous aurons l'occasion, l'initiative est là pour un moment, donc d'aborder ces thèmes-là. Bon, peut-être là, on fera une pause après ça. Je pense que peut-être on abordera d'autres sujets, notamment peut-être la barbarie la prochaine fois. Peut-être d'autres, c'est pas encore figé, ça dépendra aussi un petit peu de l'actualité. Donc cultiver l'esprit critique, c'est quoi et pourquoi? Une boîte à outils, comment procéder? Donc ça, les premiers éléments, on les a déjà vus. Hein, donc là, on va aborder comment procéder, les limites et travaux pratiques sur un exemple. Par contre, ça, je pense qu'on n'aura sans doute pas le temps de le faire. Donc, avoir l'esprit critique, c'est avant tout avoir un antidote aux beaux parleurs. Je discutais ce matin avec quelqu'un sur l'initiative et on parlait justement des beaux parleurs. Il me parlait de Raphaël Enthoven. Et bien voilà, le typique beau parleur qui peut parler, qui a l'air de dire des choses intelligentes, or qu'en fait, il est juste là, c'est juste comme beaucoup d'autres, un agent du système qui est là pour à un autre niveau, pour répondre à des gens comme Étienne Chouard, etc., ou à Onfray, ou à Éric Zemmour, ou à des gens qui sont plus dans l'opposition au système. Lui, c'est un défenseur du système, et toute sa philosophie n'est dirigée que par ça. C'est-à-dire qu'on ne comprend, en fait, le raisonnement de ces gens-là qu'à partir du moment où on sait quelle est leur finalité. Leur finalité, c'est de démontrer que tout ce qui est actuellement en place, il faut le garder en place. Et à partir de là, vous comprenez tout, pourquoi ils disent ci, ça, etc. Mais ils savent l'envelopper et ce sont des beaux parleurs. Et donc face à ces beaux parleurs, eh bien, il faut leur affronter des faits et donc lui dire de ne pas se faire raconter d'histoires, mais aussi ne pas se raconter des histoires et donc rechercher la vérité. Voilà. Et donc, autre raison de l'esprit critique, c'est pourquoi c'est s'approcher du vrai pour éviter de se tromper. Parce que si on se raconte à soi-même des histoires, et Dieu sait si ça arrive bien souvent, eh bien, le problème, c'est qu'on va se tromper, et donc, on va aller dans l'erreur, on va aller dans le mur, on va se heurter à des murs. Et si on se heurte à des murs, si on se dit, ah bah non, on va y arriver, etc., mais qu'on se tape toujours au même mur, eh bien, on se retrouve avec Macron au pouvoir et on ne bouge jamais. Voilà un exemple. C'est gagner en crédibilité, s'améliorer en permanence, et ça prépare à l'action. Hein. C'est quelque chose d'important. Cette préparation à l'action, hein, comme disait, enfin là j'ai quelques citations, mais Henri Bergson, qui est un philosophe, disait « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». Voilà.
Voilà, et ça, voilà, ça c'est une synthèse de l'esprit critique. Bon, à contrario, il y aurait Nietzsche qui dirait la connaissance tue l'action, pour agir, il faut être obnubilé par l'illusion. Alors moi, je traduirais d'une autre façon, c'est assez vrai. Une fois que l'on a ces bases, on est prêt à faire l'action, à partir dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la réflexion et il y a le temps de l'action. C'est deux temps. Et donc, quelque part, c'est dans cette illusion, quand on s'est forgé un certain nombre de croyances qui se reposent sur des réalités, sur des vérités, parce que pardon, plus on va s'approcher de vérité, plus les décisions et l'analyse qu'on aura sera bonne, et plus les actions ont des chances d'être efficaces et pertinentes. Donc, euh, il faut réfléchir avant d'agir. En fait, si on doit résumer ça en une phrase, c'est ça qu'il faut faire. C'est avoir la réflexion avant les sentiments, avant même l'émotion. Voilà. Les émotions, les sentiments, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est ce qui nous rend humains, bien sûr, et pas qu'humains. Mais après, pour préparer l'action, il faut réfléchir, se poser, analyser, chercher la vérité. Alors, la vérité, j'en parle, mais bon, c'est bien gentil, la vérité. La vérité est la correspondance entre une proposition et la réalité. C'est-à-dire, on propose quelque chose, hein, c'est l'exemple que j'avais pris, le ciel est bleu, etc. Bon, je ne vais pas le refaire. Il faut juste savoir que prouver le vrai est difficile, mais prouver le faux est plus facile. Donc, on fait des expériences, et tant que les choses se vérifient et qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui invalidait ce que l'on disait, eh bien, on peut dire que c'est juste. Et seule la démarche scientifique le permet. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde devienne un scientifique, mais il faut s'inspirer de cette méthode pour être dans le vrai, être dans l'analyse, plutôt que d'être dans la croyance. Parce que c'est le seul moyen d'invalider justement les croyances. Parce que sinon, bah, on peut affirmer n'importe quoi. Si on ne fait pas l'expérience qui permet de critiquer et de corriger, eh bien, on reste dans la croyance éternellement. Alors, la boîte à outils. Donc, évaluer grossièrement. Donc là, c'est ce qu'on a, c'est l'exemple des facturettes. J'ai fait une petite coquille la semaine dernière en disant qu'une feuille A4 faisait 80 grammes. Elle fait 80 grammes au mètre carré. Mais dans le reste du calcul, c'est juste. Hein. C'est juste ma langue qui a fourché à un moment donné. Donc voilà, je ne reviens pas sur ça, hein, sur cette écologie de pacotille, hein, comme je l'appelle si souvent, défendue là par la députée LREM de l'Hérault, Patricia Miralles, qui proposait de supprimer les facturettes. Voilà, par un simple calcul à la portée de beaucoup de gens et de l'Internet, hein, pour récupérer un certain nombre de données, eh bien on s'aperçoit que c'est n'importe quoi son truc. C'est juste un cache-sexe pour dire ah on fait de l'écologie, or qu'on va continuer à faire des pourritures derrière, mais des choses efficaces, ça ne marche pas. C'est juste du pipeau, quoi, hein, appelons les choses par leur nom. Alors, euh, alors après, après ça, la boîte à outils. Deuxième élément de la boîte à outils, aller à la source. Là, on commence une nouvelle des séances vidéo qu'on n'avait pas eues. Excusez-moi, je vais boire un coup. Ça, c'est un élément qu'on n'avait pas vu la semaine dernière. Donc, aller à la source. Ça, c'est très important. Donc, après les ordres de Gandré, aller à la source. C'est-à-dire que euh, accéder à la source d'information, pas à ce qui en est dit. C'est-à-dire, quand on vous dit Trump a dit ça, quand un journaliste vous a dit Trump a dit ça, par exemple, eh bien, plutôt que de croire ce que le journaliste a dit, allez vérifier, verbatim, comme on dit, c'est le terme usuel pour dire ça, ce qu'il a réellement dit. Et là, vous vous rendez compte que, mais, ah ben, ce qu'il a dit et ce que le journaliste m'a dit, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Aller à la source, c'est essentiel.
ne pas écouter ce que disent les journalistes, parce que de toute façon, ce sont des agents du système, et ils feront tout de toute façon pour invalider, pour tourner les choses en ridicule, les déformer, et ne sortir qu'un morceau de phrase, ou faire dire exactement le contraire à la personne de ce qu'elle a dit. Allez à la source, toujours, toujours, toujours. C'est vraiment essentiel. Alors, aller au document en entier et non tronqué. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle verbatim, hein, c'est le terme consacré. Donc la source, qu'est-ce qui a été dit réellement et dans son entier et pas simplement un extrait. Et puis voilà, il faut aussi toujours contextualiser les propos parce que les propos, si vous ne les mettez pas dans le contexte dans lequel ils ont été prononcés, le même propos peut être complètement retourné. Il faut le remettre dans la conversation, si c'est une conversation, ou dans le contexte historique dans lequel il se trouvait. Donc, les malveillants, c'est leur tactique. Enfin, c'est là qu'on voit que ce sont des gens malhonnêtes. C'est que, en fait, ils extraient des propos, ils les sortent, ils donnent pas du tout le contexte dans lequel ils ont été prononcés, et du coup, ils discréditent la personne. Mais quelque part, c'est aussi un moyen de les démasquer, puisque, alors, il faut en avoir l'occasion, parce que si vous êtes dans une émission de télévision, par exemple, ils vous donneront pas cette occasion, parce que vous n'aurez pas le temps, ils vous couperont la parole pour pas que vous puissiez les démasquer. Mais vous pouvez, malheureusement, maintenant, on a des moyens comme l'Internet, qui nous permettent effectivement de pouvoir démasquer, de dire, mais attendez, vous avez dit ça, mais vous n'avez pas dit le contexte dans lequel c'était. Vous n'avez pas dit la phrase entière, vous avez tronqué la phrase. Et là, vous pouvez les démasquer et montrer que ce sont des gens malhonnêtes. Alors, voilà. Comment faire? Bah, c'est assez simple. Maintenant, avec les moyens informatiques qu'on a, bah, retrouver le texte original, c'est généralement faisable, ou la vidéo intégrale, et pas parce qu'il est retransmis dans la presse. Jamais. C'est une règle générale. Ne croyez jamais ce qui est dit dans la presse. C'est le plus simple. C'est juste une source d'information pour dire, bah tiens, le pouvoir, il est en train de nous dire ça. Bon, ça nous donne une idée de son état d'esprit. Puis ça nous donne aussi un pointeur pour dire, ah, il va falloir que j'aille chercher peut-être ce qui a été dit en réalité. Voilà, donc avec la recherche sur Internet, c'est devenu quand même beaucoup plus facile qu'avant. Alors, on va prendre par exemple ici dans une illustration, bah justement je parlais de Trump tout à l'heure, vous savez il y a eu l'enquête sur Trump, l'enquête russe, comme quoi Trump aurait été favorisé par les Russes, etc. pour son élection. Bon. Alors, il y a le rapport Mueller, donc il y a eu une enquête, le procureur Mueller qui a fait, voilà, et donc on voit ici, il y a le procureur Mueller, c'est l'enfer, c'est l'enquête russe, le cauchemar de Donald Trump sur l'obstruction de la justice, Trump n'est pas disculpé, voilà, donc ça c'est Libération, ici on a le Huffington Post, ici on a Le Point, ici on a Le Monde. Eh bien, si on reprend à la source ce qui est écrit dans le rapport Mueller, voilà, j'ai mis en anglais ici et ici c'est en français. Bien que l'enquête ait établi que le gouvernement russe percevait qu'il bénéficierait d'une présidence Trump et s'efforçait d'obtenir ce résultat et que la campagne s'attendait à ce qu'elle bénéficie électoralement des informations volées ou diffusées par les efforts russes, l'enquête n'a pas établi que les membres de la campagne Trump ont conspiré ou se sont coordonnés avec le gouvernement russe dans ses activités d'ingérence électorale. Vous voyez cette phrase en gras? Ça, c'est au moment où on publie, où ces journaux, ces feuilles, ces torche-cul, il faut bien appeler ça un chat, ont publié ça. C'est au même moment. C'est pas 6 mois avant, 3 mois avant. Non, non, c'est au même moment. C'est le moment où le rapport Mueller est rendu public. C'est-à-dire qu'on dit exactement le contraire, ou on discrédite, on dit exactement le contraire de ce qu'il y a dans le rapport Mueller. Parce que le rapport Mueller, il a rien pu mettre en évidence, rien du tout. Voilà. Voilà les faits. Voilà donc l'illustration d'aller à la source, ce que ça donne. Et on peut le prouver, comme c'est illustré ici. Alors, un autre élément de l'esprit critique,
qui permet de challenger, de mettre au défi, de tirer, de démêler le vrai du faux, c'est pousser aux limites. C'est-à-dire, vous, pour s'assurer qu'un raisonnement il tient la route, vous le poussez à ses limites. S'il tient la route, y compris lorsque vous le poussez à ses limites, c'est qu'il a de bonnes chances d'être de bonne qualité, ce raisonnement. Si il aboutit à une situation absurde, bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose de biaisé dans ce raisonnement et que, en tout cas, aux limites, il ne marche plus. Donc, bon, il peut peut-être marcher encore dans sa plage, dans une certaine plage, mais il ne s'applique pas dans tous les cas. Donc déjà, il a un peu du plomb dans l'aile. Hein. Donc c'est le maître dans les cas extrêmes. Hein. Et donc s'il reste cohérent dans ces cas-là, ça veut dire qu'il tient bien la route. Sinon, c'est qu'il y a un biais quelque part. Donc on peut prendre un exemple, c'est l'exemple de la limitation de vitesse. Donc si on veut éliminer les morts sur la route, bah, c'est ça, on pousse aux limites, bah, mettons la vitesse à 0 km/h. Donc, dans ce cas-là, on est absolument sûr qu'il n'y aura plus de morts sur la route. C'est incontestable. Voilà. On a poussé aux limites. On dit on n'en a pas baissé de 90, 81. Le problème, c'est qu'on ne se déplace plus. Donc, on voit bien que c'est une approche qui est très limitée. Donc, qui, au fond, n'a pas un domaine d'application assez restreint. Puisque si on le pousse à fond, bah, ce raisonnement ne tient plus la route. C'est le cas de le dire. Un autre exemple, c'est l'alcool et les conducteurs. Donc si on met à 0 g de litre de sang, est-ce que on élimine les morts sur la route? On pourrait dire ça. Dire il y a beaucoup de morts. Bah non, on n'élimine pas les morts sur la route. Mais la contrepartie de ça, c'est que on ne vit plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus français. Enfin, l'alcool, le bien vivre, nous sommes le pays de Rabelais, nous sommes le pays du vin, et si on ne boit plus d'alcool, mais on n'est plus français, on ne vit plus. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque part, c'est aussi une barbarie, ça. C'est-à-dire qu'on empêche, par ces limitations de liberté, on essaye d'extirper l'âme des peuples. Et ça, il y a rien, c'est affreux. Sous des prétextes de sécurité, etc. etc. Voilà. Donc, les limites actuelles sont suffisantes. Oui, voilà. Bon, c'est pas pour dire qu'il faut. Voilà. Mais il y a une plage d'application hein, dans lequel le raisonnement il tient la route. Mais au-delà, si on dépasse ces limites, eh bien non, ce n'est plus valable. Et on rentre dans une autre chose. Ça change de nature. Un troisième exemple, les énergies renouvelables. Si on mettait 100% d'énergie renouvelable, compte tenu que ce sont des sources d'énergie, alors je ne parle pas de l'hydraulique, qui est la seule source d'énergie renouvelable vraiment de très bonne qualité et très intéressante, mais ça est tellement intéressante qu'elle a déjà été exploitée depuis l'origine, hein, c'est pas pour rien. Hein. Donc, les énergies renouvelables, telles que l'éolien ou le solaire, elles ont un problème, c'est qu'elles sont à la fois intermittentes et imprévisibles. Donc, ça nécessite qu'il faut des sources de recours, si on n'a pas ces sources-là. Donc, et il y a eu une stratégie, là, une étude de l'ADEME, hein, donc, qui est l'agence sur l'énergie, et je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais qui arrivait en fait à dire que si on voulait réussir à couvrir les besoins en électricité, seulement en électricité, ben, il faudrait 22 fois le parc installé en 2017. C'est-à-dire, vous voyez à peu près le nombre d'éoliennes qu'il y a en France, et en plus, elles sont aux meilleurs endroits. Hein. Donc, 22 fois, c'est vraiment un minimum. Un minimum. Il faudrait multiplier, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y en a combien, il en faut 22 fois plus pour produire autant d'électricité. Sachant que l'électricité, ça ne représente à peu près que 20% de toute l'énergie qu'on consomme. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est une voie... il suffit de poser ces ordres de grandeur-là pour se rendre compte qu'on est complètement
Et ça, c'est hors fatalité, c'est-à-dire c'est hors du fait que des fois, justement, c'est intermittent et imprévisible. Donc en plus de ça, il faut construire des centrales autres, énergie fossile, hein, merci pour l'effet de serre, eh bien, pour compenser justement cette intermittence et cette imprévisibilité de la production d'énergie. Bon, voilà, poussé aux limites. On voit bien que là, enfin, 22 fois le parc actuel, ça veut dire que vous avez des éoliennes partout, absolument partout. De la folie pure, quoi. C'est-à-dire que les gens qui vous vendent ça sont juste soit des imbéciles, soit des gens qui veulent continuer dans le modèle actuel, en définitive, et continuer avec les énergies fossiles telles qu'elles sont aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Si l'Arabie Saoudite avait il y a quelques années sur le sommet de Copenhague, avait essayé de torpiller ce sommet, c'était pas pour rien. Quoi. Et si les écologistes d'aujourd'hui, on leur fait tant de promotion, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'on sait très bien que les solutions qu'ils proposent ne peuvent pas fonctionner. Donc avec des solutions comme ça, ils sont tranquilles. Ils veulent continuer, business as usual, comme on dit. Alors, comment procéder? Comment procéder? Eh bien, il faut se poser des questions. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi? Voilà en fait l'ensemble de questions qu'il faut se poser systématiquement si on veut questionner et se faire une idée juste sur quelque chose. Donc la première chose, qui parle? Ça c'est vraiment la chose la plus importante. Si c'est un journaliste, si c'est quelqu'un qui est impliqué dans une industrie, etc., qui est l'auteur de l'information? Qui sont les protagonistes qui sont mis en scène dans l'information? Savoir qui parle, ben voilà, je parlais de Raphaël Antoven tout à l'heure, voilà. C'est un agent du système, pas Attali, bon, je me rappelle plus de son nom, là, le journaliste exécrable, enfin, il y a Patrick Cohen aussi, enfin, c'est des gens qui, eux, quoi qu'ils disent, de toute façon, on sait dans quelle direction ça va aller, quoi. Voilà, qui parle, voilà, c'est déjà quelque chose, et, et donc c'est par qui, pour qui, contre qui. Voilà. Première question à se poser. Le quoi, après. Quelle est la nature de l'information? Quelles sont ses caractéristiques? D'où elle sort, etc. D'où elle vient? Quelle est sa nationalité? Sa provenance? Si c'est une source scientifique, journalistique, issue du peuple, etc. Quelle est la source? Qui est la source? C'est-à-dire, est-ce que c'est un professeur, par exemple, est-ce que c'est le professeur Raoult, qui est censé être quelqu'un? Est-ce que c'est un médecin généraliste? Entre le professeur Raoult, qui est un professeur spécialiste des maladies infectieuses, et un généraliste bah, qui a d'autres qualités, mais qui n'est pas un spécialiste de ce domaine-là, bon, bah, bien que les deux soient médecins, la source de l'information, le poids de l'information, a priori, n'a pas le même poids. Donc ça, c'est important aussi. Quand? Quand, c'est très important. Parce que quand on vous donne une information, euh, pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas donnée avant? Bon, peut-être elle n'était pas disponible. Mais pourquoi on vous la donne justement à ce moment-là et pas à un autre? Ou parfois on ne va pas vous la donner du tout. Et puis les liens de causalité. Hein. C'est ainsi, par exemple, que des anachronismes peuvent être détectés. C'est-à-dire des choses, on se dit, ah bah tiens, on nous parle de ça, et on nous recite cet effet-là, mais ça n'a pris cette valeur-là que parce qu'on sait ce qui s'est passé après. Bon, je suis peut-être pas très clair, mais des anachronismes où on va vous dire quelque chose voilà, qui n'a pas de sens au moment où c'est arrivé. Ou parfois mettre des liens de causalité, de dire tiens, il s'est passé ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, ça à ce moment-là. Ah, d'un seul coup, on crée une chaîne qui explique où on en est, pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi, et ça, qui va donner un lien de causalité qui est différent bien souvent de celui qu'on veut vous faire croire. Alors, attendez, je vais revenir en arrière, j'ai été un petit peu vite. Ah, attendez. Voilà. Alors, autre question, le comment.
Donc, comment est diffusée l'information, hein. Quelle est la forme des arguments? Quelle est la forme? Est-ce que c'est polémique? Est-ce que c'est juste factuel? Est-ce que c'est, par exemple, le comment? On vous dit le régime de Bachar el-Assad, par exemple. Ah ouais, déjà un régime, ah tiens, un régime c'est péjoratif. La forme compte, important. Si vous dites le régime de François Hollande ou de Macron, ah on va s'offusquer. Ah, or que les deux, un régime c'est juste quelqu'un qui dirige un pays. Point. Or, ces mots-là, cette forme, va déjà vous prédisposer dans une, dans une façon, dans un mode de pensée. Mais aussi le comment peut aussi montrer que des contradictions peuvent être découvertes. Après, il y a le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'auteur, ce qui dont on parlait là, pourquoi est-ce qu'il vous dit ça à ce moment-là? Quel est son objectif? De son point de vue, mais placez-vous sur son point de vue, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que c'est par altruisme, par humanisme, pour des raisons de manipulation, de propagande idéologique, de prosélytisme, de publicité, etc., ou de besoin de connaissance? Voilà. Il y a des besoins, vous voyez, il y a des motivations louables et d'autres qui le sont moins. Donc, connaître la motivation des gens, c'est aussi pour ça que c'est important, hein. Et ma boussole, par exemple, pour faire référence à la vidéo dont je parlais tout à l'heure, voilà, mes motivations, connaître les motivations des gens, c'est important. Savoir pourquoi est-ce qu'ils agissent et pourquoi ils agissent dans cette direction-là et pas dans une autre. Alors, les limites maintenant. Quelles sont les limites de l'esprit critique? On l'a déjà évoqué, prouver le vrai est difficile. Donc, voilà, c'est un fait, c'est difficile de prouver le vrai. Par contre, prouver le faux est plus facile. Il suffit de faire une expérience, ah, ça marche pas, bon, ça marche, mais peut-être qu'il y a un cas où ça va pas, où ça marcherait pas. Dès qu'on a trouvé un exemple qui dit, bah ça marche pas, bon, bah ça suffit pour invalider la théorie, la proposition, ce qui est dit. Et puis, attention aux habitudes. Ça, c'est quelque chose qui est... On a des raisonnements de pensée qui sont mécaniques, hein, justement, et il faut être assez vigilant, et c'est à ça que sert, parce que bon, on est des animaux, hein, si on veut réagir rapidement, eh bien, il faut pas penser. Si on pense, voilà, on va être attaqué, bouffé par le tigre, si c'est un tigre qui devait vous attaquer. Donc, on a été fabriqué comme ça. Donc, au moment où on agit, il faut plus qu'on se pose de questions. Il faut qu'on agisse immédiatement, il faut qu'on ait des réflexes. Donc, et c'est pour ça qu'on a aussi des habitudes, et les habitudes sont utiles. Mais attention aux habitudes de pensée qui vous font, en fait, avoir des réflexes pavloviens, hein, et qui vont faire que bah, c'est pas toujours adapté. Et du coup, on se remet plus en cause, et on remet plus en cause les fondamentaux. Ce qui était vrai, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, moi, quand j'avais 20 ans, les zoos, j'étais totalement opposé aux zoos parce que je trouvais ça affreux d'enfermer des animaux sauvages dans un zoo. Bah, aujourd'hui, si je n'avais pas remis en cause cette habitude, parce que j'aurais pas la même, je continuerais de penser ça, or que je ne pense plus ça, puisque les zoos, malheureusement, sont aussi un moyen de préserver les animaux sauvages, peut-être pour un avenir demain, justement, qu'on espère de tous nos voeux, justement, où ils pourront retrouver dans leur milieu naturel, puisque dans leur milieu naturel, ils sont chassés, ils sont en voie de disparition, en voie d'extinction. Donc, les zoos qui avaient un rôle juste avant, je dirais, de montreur et un peu glauque, on va dire, sont devenus quelque chose d'important. Donc, attention aux habitudes. Voilà un exemple typique d'habitude, de choses dans le cours d'une vie. Mais je vous invite à réfléchir sur d'autres réflexes que vous pouvez avoir sur des sujets politiques ou philosophiques, sur des suppositions, sur des choses qu'on vous a mis dans la tête ou que vous avez vous-même accepté à un moment donné et trouvé juste, mais qui ne le sont plus forcément aujourd'hui ou plus de la même façon. Donc attention aux habitudes. Alors,
la vérité, c'est en fait ce qui est admis par la communauté scientifique et par Charles Sanders Peirce, qui est un des philosophes qui m'inspire beaucoup, mais également par Naomi Oreskes, qui est une historienne des sciences. En fait, la vérité est une affaire de convergence à long terme des recherches scientifiques. C'est-à-dire quand on a un grand nombre de chercheurs scientifiques qui convergent pour dire ah, ça c'est ce qui est juste, eh bien la vérité elle est là. C'est le moyen pour la science. C'est un débat la science. Ou est-ce qu'il y a des hypothèses qui sont mises en avant, d'autres qui sont contestées. Mais si sur le long terme la vérité finit par se dégager, et elle va faire qu'il va y avoir convergence des scientifiques dans ce domaine. Donc, le critère de la vérité, c'est ça. La convergence à long terme d'une réalité, d'une vérité. Donc, une interprétation de la réalité, parce que c'est ça, en fait, faire une recherche scientifique, c'est avoir un modèle de la réalité, de du monde dans lequel on vit. Et donc, se méfier de l'actualité. L'actualité, on a tendance à être dans l'émotion, et des vérités assénées par des gens qui ne sont pas compétents. Donc, je parlais tout à l'heure du professeur Raoult avec un généraliste. Bon, voilà, a priori, il faut... voilà, c'est pas la même chose. Puis surtout des gens qui ne sont pas compétents dans des domaines. Là encore, c'est des gens de la médecine, mais parfois vous avez des journalistes qui vont se mettre à parler de je ne sais quoi, voilà, du Covid-19, alors qu'ils sont absolument pas compétents du tout pour parler de ça. Ou comme Bendit qui parle du professeur Raoult, disant de se taire, etc. Qui est-il pour dire ça? À part un imbécile, un libéral libertaire, qui est dans la transgression permanente. Voilà les personnes qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et Macron est le fils de cette dégénérescence mise en évidence par Michel Clouscar, ô combien, et qui, dès les années 70, a pointé, a mis en évidence tout ça. C'est vraiment en ça que c'est un grand penseur. C'est-à-dire qu'avant tout le monde, il s'est aperçu de ce que c'était que l'esprit de tous les biais de l'esprit de mai 68 et de l'alliance qui s'opérait entre les capitalistes et les libertaires, et pour faire le libéralisme libertaire justement, et pour contraindre les populations et les producteurs. Bon, mais là je m'écarte un petit peu. Donc, et le critère discriminant, de toute façon, c'est l'expérience. Bon, vous affirmez ça? Eh bien, on va essayer. On va voir si ça marche ou pas. Vous dites, un moteur électrique qui peut tourner, on va le brancher, on va voir s'il marche ou pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. On expérimente. Si ce qui est affirmé dans la réalité, ça se vérifie ou pas. Voilà. Donc, j'en arrive à la fin de ça. Donc, à la fin de cette présentation sur l'esprit critique. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense que vous pourrez retrouver ça sur le site. Hein, on mettra ça sur le site 1p6r.org. Hein. Le site va être réorganisé profondément la semaine prochaine. Mais voilà. L'avenir, il faut s'en occuper. Oui, il faut, nous tous, citoyens français, il faut qu'on s'en occupe maintenant. Parce que bientôt, il sera trop tard. Après, si on gagne pas en 2022, là, on prend vraiment une trajectoire vers la barbarie, vers la décadence. Et là, on va être très, très, très mal. Parce que là, on va pas prendre la bonne trajectoire pour rebondir, pour repartir, pour redonner un espoir, pour repartir sur une refondation républicaine. Donc là, il faut s'engager. Ça ne se fera pas tout seul. C'est pas moi tout seul qui vais le faire. Il y a d'autres gens qui ont d'autres initiatives. Bon, voilà, moi, je suis en contact avec des gens de différentes initiatives, etc. Bon, chacun pense avoir une part de la vérité, mais c'est normal, c'est normal. Il faut que ça émerge. Moi, je pense que ce que je propose, justement, avec ceux qui sont autour de moi, d'un président pour la 6ème République, on pense que c'est peut-être pas ce qu'on préférerait, mais en tout cas, c'est ce qui a le plus de chances de fonctionner. Donc, c'est important d'être dans cette démarche-là et puis de défendre ça. Hein. Donc,
Abandonnez les vieilles lunes, s'il y a quelque chose que l'esprit critique, c'est abandonner vos vieilles idéologies, vos vieux réflexes pavloviens. Ah, c'est là, je peux lui pas parler, ou celui-là. Ah, non. Poser les choses et se dire, revenir dans le monde réel, parce que cette division des Français, c'est ce qui permet justement au pouvoir en place de se maintenir depuis, avec 18% des inscrits. 18%. Il est élu à 65% quand même. Vous vous rendez compte? Et il n'y a rien qui permet de dire, parce que moi je dis, il n'y a rien qui permet de dire que ce ne sera pas encore le cas à la prochaine élection. Mais à la prochaine élection, même admettons que Marine Le Pen, elle progresse énormément. Elle passe de 35% à 45%. Elle n'est toujours pas élue. Hein. Et ça continue comme ça. Voilà. Lui ou un autre. Donc il faut ouvrir une perspective. Et donc une sixième république fondée justement sur des nouvelles bases. Parce que les bases qu'on a aujourd'hui, eh bien, elles nous ont amenés dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Tant d'un point de vue écologique, social, sociétal, enfin, à toute cette décadence, dégénérescence, et puis dans le passé, les guerres mondiales, quand même, c'était pas rien, le travail des enfants, enfin, on a réussi. Mais vous savez, s'ils peuvent revenir en arrière, ils le font. Hein. Ils n'ont pas de scrupules à le faire. Nike, par exemple, il n'y a pas si longtemps, ils faisaient tourner des usines où on faisait travailler des enfants hein, pour construire leurs baskets. Hein. C'est il y a quelques dizaines d'années, c'est pas si vieux. Hein. C'est pas le 19e siècle. Hein. Donc le moyen, et c'est juste le moyen, c'est un président dont ce sera le seul mandat, un mandat impératif, de mettre en œuvre cette sixième république. Alors en termes d'action concrète, justement, à la fin du confinement, vers la fin juin, donc un pique-nique citoyen et républicain proposé voilà, vers la fin juin, peut-être au moment de la fête de la musique, plutôt justement que de s'orienter vers la guerre civile. Parce que là, je voudrais vraiment il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et là, je vais revenir en, 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 en plein écran, je veux dire. Euh, attention, ne tombez pas dans les pièges de la violence. La violence, comme j'ai dit tout à l'heure, ça profite toujours aux puissants. Prenez l'instrumentalisation des Black Blocs, c'est tout à fait ça. Et si ça devait gagner, ou même si ça ne gagne pas, hein, mais la violence ouvre la porte aux tyrans. Que ça soit dans les vainqueurs ou dans les vaincus. Parce que dans la violence va émerger un certain nombre de gens qui sont pas forcément les plus pertinents, les plus recommandables, et ces gens-là, eh bien, ils ont un potentiel fort, et parmi les gilets jaunes, il y en a hein, qui peuvent être comme ça, c'est une illustration, mais Macron en est une autre illustration, hein, ils essayent de mettre ça avec son acolyte Castaner, ou encore mieux, le préfet l'allemand, eh bien voilà des gens qui ont des profils de tyrans. Ou moi j'ai vu d'autres gens qui se disent bah oui il suffit d'être patriote etc et puis on va serrer les boulons. Ça prépare des tyrans. Hein. Rappelez-vous Napoléon il est sorti de la Révolution française hein, 1789 10 ans après ils avaient un empereur. Hein. Beaucoup plus puissant. Bon, après, il avait voilà, ses avantages et il a eu aussi quelques vertus, hein, mais voilà, c'était quand même un tyran. Alors, l'initiative Un président pour la sixième République, c'est le moyen de transformer ces crises, ces chocs, en fait, en opportunités qui peuvent ouvrir un avenir bonifié. Mais pour ça, il faut se projeter dans l'avenir, il faut réfléchir, il faut se poser et construire un espoir. Car, et c'est l'avenir. Et pourquoi il y aura de plus en plus de gens qui vont rejoindre ça, c'est parce que c'est un espoir de civilisation. Un espoir civilisé. Parce que quand il va y avoir ces violences, la situation va devenir de plus en plus invivable. Et cette situation invivable, les gens vont vouloir trouver des solutions. Alors soit ils vont partir dans la violence, ou dans le repli sur soi, ou dans les communautarismes, etc. Ce qui est proposé là, la sixième République, basée sur des nouvelles bases. Les bases, vous pouvez les voir, il y a les vidéos sur le site, sur Facebook
et sur YouTube, et c'est accessible aussi via le site internet, hein, p6r.org. Voilà, c'est l'espoir d'une civilisation, d'un renouvellement républicain. Et ça, c'est quelque chose qui donnera une autre orientation. Même si aujourd'hui, on peut avoir l'impression de prêcher dans le désert. Non, on prend date, on donne somme une balise, un phare vers lequel les gens pourront s'orienter demain plutôt que de se tourner justement vers toutes ces fausses solutions. Le repli sur soi, la violence, le communautarisme, l'écologisme extrême, etc. Il y a une manière civilisée de s'en sortir. C'est tout à fait possible. On peut réinventer la République. Il y a plein de philosophes qui ont réfléchi à ça. J'appelle les philosophes d'aujourd'hui à se plonger là-dedans parce que Michel Clouscar et Simone Veil ont posé les premières briques, mais ils ont aussi donné une voie sur laquelle d'autres philosophes et poser des briques en disant mais il y a aussi des pistes sur lesquelles ils ont juste ouvert les chemins. Et il y a des pistes à parcourir et j'appelle vraiment les intellectuels à s'inscrire à monter sur les épaules de ces géants pour aller plus loin. Ça c'est aussi quelque chose d'important et qu'il faut réinventer. C'est ce que j'appelle les nouvelles lumières. Voilà. Pour finir, je voudrais remercier les soignants, hein, bien évidemment, et tous ceux qui sont en première ligne face à cette maladie hein, qui nous frappe et cette pandémie qui nous frappe aujourd'hui. Portez-vous bien parce que c'est pas une grippette. Hein. Contrairement à ce que dit Michel Simès, ce qu'il a dit à un moment donné, c'est pas une grippette, c'est vraiment quelque chose qui peut être très grave. Et il y a beaucoup de gens qui perdent la vie. Hein. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis au final, prenez soin de vous et préparez-vous au choc à venir, parce que ça c'est le premier, c'est le troisième choc, hein, comme je l'ai montré dans le vidéo, c'est le troisième choc, il va y en avoir d'autres, et ça ira malheureusement crescendo. Donc je suis pas là un oiseau de mauvais augure, simplement c'est la réalité qui est devant nous, qui se profile devant nous. Et donc à partir de là, eh bien, participez. Voilà. Il y a les actions pour la 6ème République. Visionnez la vidéo, écrivez, envoyez un mail à un président 6ème République à outlook.fr. Participez, discutez. La Constitution, la construction de la Constitution, c'est maintenant. Participez. Et nous y arrivons. Nous allons essayer de regrouper. Il faut se regrouper autour des différentes initiatives pour rendre possible un espoir. Merci, bonsoir, à la semaine prochaine.